What is up, family? We have another Patreon request, and I'm gonna be tested here. WWF Royal Rumble 2001. I used to know. I was amused by this. I was amused. Everybody knows it's real. It's not fake. It's not scripted. No, this is real stuff here. This is really good stuff. Real stuff. And when they're bleeding, that's real. That's real. They don't like cut themselves, and it's from the being attacked. It's all real. It's all good. It's all fun. But no, in all seriousness, this was man's soap opera. You know how your woman always said, "Oh, I gotta go watch Days of Our Lives." Every day at 3 p.m. It's coming out. They love their soap operas. Well, this was finally a soap opera for men. That's what this was. It's a soap opera for men. By the way, Hulk Hogan, rest in peace. But yeah, because of him, that's why there is a Royal Rumble. It's because of him. Trust me. That's why there's wrestling, period. Because of the Hulkster. All right. So, Kessie. Ça dit quoi ça? Kessie, c'est passé? Passé? Je sais pas. Well, anyway, I don't even know if this is French. I should have checked that, huh? Kane is 7 foot tall. Kane, baby. Kane was huge when he came. And Kane was one of the strongest people in the WWF. He was one of the strongest. Even Big Show said it. He's like, "Yo, this guy picked me up like it was nothing." Yeah, Kane was strong. And then he ran for, did he run for mayor or governor or something in some town? Anyway. It's crazy. 326 pounds has to be considered a favorite in the Royal Rumble match. It's me. We got The Rock. We got Steve Austin. Let's see. So far, I know my people. Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour la première édition du Cassis C'était Passé. Cassis C'était Passé. Bon, ok. Alors, il est français. Ok. C'est Sturi et bienvenue pour la première édition du Cassis C'était Passé. Alors pour les habitués de la chaîne, vous connaissez le principe du Cassis C'est Passé, la review, l'analyse pas toujours sérieuse d'un pay-per-view WWE actuel, comme c'est le cas déjà depuis 2018. Mais en 2020, j'avais ce réel désir de revenir en arrière et de vous remémorer ou de vous faire découvrir des pay-per-views bien plus anciens de WWE. T'as quoi, j'ai dit 2020 ? Oui, je sais, j'ai mis du temps à sortir l'épisode. Voilà, ça sort en 2021. Quoi? It took him 20... Non. Bon, c'est pareil. Mais comprenez que pour un tel événement sur la chaîne, il fallait du temps de préparation et... Va surtout falloir une bonne équipe. Ah ah, c'est fun. Mais non, pas vous, je suis désolé, je sais que vous êtes sans arrêt réclamé sur la chaîne, mais là, vous comprenez bien, votre regard il est intéressant sur l'actualité, mais là c'est le passé. Oh, et me regardez pas comme ça, hein. C'est bon, c'est ma chaîne, c'était mon projet de parler du passé, pas le vôtre. Oh non, mais partez pas comme ça, mais ça y est, là, il boude, le vieil homme au loin, là, mais revenez. Mais vous aussi, partez pas, hein. Je sais I'm here, I'm not going nowhere. que vous l'aimez bien, mais... Oui, il sera là. I want to see some wrestling. Let's go. Roddy Piper. Snooker. Oh, I go way back. Andre the Giant. Big, what was his name? Not Big Show. I think it was just called The Giant. The Giant. Remember him? He was like 7 feet tall. He was huge too. He was, I remember all the, yeah. I mean, all of them. I'm missing, Macho Man, the guy with the scissors, the barber. What was his name? The barber. Then we had, Mr. Perfect. Mr. Valentine. Oh yeah, there's some... Wrestling was so good back then. Mais en pas pareil. Et puis je vous promets un bond dans le temps de 20 années. Avec cependant des têtes bien connues du catch actuel, des Chris Jericho, des Jeff Hardy, des Edge et Christian, R-Truth, ouais, il y a même R-Truth, là tu vas voir. Et le star power hallucinant des Steve Austin, Triple H, The Rock. Of course, The Undertaker. You don't gotta mention The Undertaker. We know about The Undertaker. Ah, okay. Damn, what was his name? What was her name? She became a porn star.
I'm not even kidding. And then she died of a drug overdose. China. It was China, right? China, yeah. Oh, yeah. No, this is all memories, people. Memories, memories, memories. Undertaker, vous allez voir, ça va être bien. Enfin, tout n'était pas forcément bien. Hein, la nostalgie n'excuse pas tout. Dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 janvier 2001, Nouvelle-Orléans Royal Rumble, qu'est-ce qui s'était passé? Is he supposed to be, Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est le script, ça? C'est le script? Ah non, c'est quoi? Ah, c'est un communiqué, c'est WCW, ils se font racheter par Eric Bischoff. Bah, ils sont cons dans le sud, qu'est-ce qu'il va foutre d'une compagnie qui passera même plus à la télévision dans 3 mois? Alors là, on est tranquille, là, pour au moins 20 ans. D'ailleurs, on va se concentrer sur la XFL. Tiens, Jim Ross, attrape. Ça, c'était un désastre, XFL. Oh bah ça va, fais pas la tronche hier. Bah ça fera une symétrie comme ça, bah oui, c'est fun. Et ça, c'est quoi? C'est WCW aussi, c'est... Ah, c'est Sid. Ah, c'est Sid. Sid was good. Sid Vicious. Mais il a 2 genoux à la jambe gauche, c'est normal ça? Ah, Stéphanie, viens voir ici. Bon, le mois prochain, tu vas travailler avec la petite Stratus. Mais oui, je sais que t'es pas catcheuse, mais ça tombe bien, elle non plus. Eh ben j'en sais rien, t'as qu'à demander à ton autre con de mari, là, de t'apprendre 2-3 trucs. Lui qui dit toujours, il veut promouvoir des talents à l'avenir. Des talents, t'imagines ça, les mecs à Hunter? Déjà que j'ai les mecs à cornet, là, je sais... Qu'est-ce que c'est, ça, les mecs à cornet? Comment ça se dit, ça? Bulby? Is he supposed to be Mr. McMahon? Ah non, c'est pas des noms, ça. Bon, ce soir, Austin debout. Oui, bon, je sais, il a plus de coups, il a plus de genoux, mais bon, ça main event WrestleMania contre. Quoi, Hunter? Oh non, pas Hunter, on l'a fait au sérieux, c'était chiant, on a bousillé la bagnole de Patterson pour pas grand chose. Non, mais... Personne a des couilles. Event contre Steroids. le Rocher. Là, on peut pas faire mieux. Bah, j'ai tout misé sur le Rocher dans les années à venir et c'est... À quoi? Il veut se barrer? Il veut partir faire du cinéma? Mais il est con, il va finir comme Hogan en Monsieur Nounouk. À quoi? Le Roi Scorpion? Bah c'est un mec du Sud, ça. Ah non, c'est... Ah, oh, Jake the Snake, I remember him too. C'est un film, mais qui reste? On va faire The Rock, Roi Scorpion à la WWE, on lui mettra une couronne et... Alors, tu veux savoir quelque chose? Les Samoans, c'est terminé. Plus jamais dans le main event. La The Rock, c'est le dernier. Tiens d'ailleurs, dis à Cornette d'appeler AFA et d'arrêter de nous fourguer ces Samoans à la con. Pff, les Samoans. La route de WrestleMania 17 est lancée lors de ce Royal Rumble 2001. Depuis la Nouvelle-Orléans en Louisiane, devant plus de 16 000 personnes et 625 000 achats en pay-per-view, soit le 3e meilleur score de l'année 2001 derrière Invasion. Invasion qui était très attendue, WWF contre WCW, hein. Et bien entendu, WrestleMania 17, le premier pay-per-view de WWE a dépassé le seuil symbolique du million d'achats. Bon, pour poser le contexte brièvement, WWF écrase WCW dans les ratings depuis... plus d'1 an. WCW est alors en pleine phase de rachat par Eric Bischoff au milieu de la fusion AOL Time Warner. Un rachat qui va totalement capoter car les chaînes de télé du groupe ne voudront plus de WCW qui finalement sera racheté 2 mois plus tard par Vince McMahon lui-même pour une somme totalement dérisoire. Le roster WWF est à son top avec certainement l'une des meilleures divisions par équipe ever portée par les Hardy Boys, Edge et Christian ou encore... Oh, the Hardy Boys and Edge, you know. These guys right here, just bring out some tables and ladders, and they will entertain the crap out of you. Every single one in here. Everybody in this picture. Les Dudley Boys, une mid-card renforcée par les arrivées de Oh, what's his name? Man, he lost his mind. Killed his whole freaking family, then killed himself. What was his name again? What a shame, what a shame. Jericho et Chris Benoit. Chris Benoit. Le projet Kurt Angle, actuel champion du monde et le star power des Triple H, The Rock, Undertaker, Kane et surtout Stone Cold Steve Austin qui revient de blessure depuis tout juste 3 moai. On perd pas de temps, le kick-off! Enfin bon, non, à l'époque, il n'y avait pas de kick-off. Enfin si, il y avait une espèce de kick-off, c'était l'émission Sunday Night Heat, où Kaientai, Takami Shinoku et Funaki vont perdre contre l'équipe Lowdown, composée de D'Lo Brown et de Chaz dont on savait absolument pas quoi foutre. On les avait mis là en équipe avec des gimmicks d'indiens managés par Tiger Ellising. Ah quoi, le marché en Inde? Parce que c'est vraiment un pays, ça, c'est pas que dans les dessins animés. Junkyard Dog, the Sheik, the Iranian Sheik, oh yeah, there was some good stuff. Sergeant Slaughter, oh.
Et si je m'attarde sur ce combat, c'est tout simplement parce que son enjeu donnait un spot à l'un des deux membres de l'équipe victorieuse. Oui, un seul. Après, ils se démerdent, ils choisiront un petit peu plus tard, et on y reviendra, on en reparlera. La carte principale en opener, c'est Edge et Christian qui défendent les championnats par équipe contre les Dudley Boys, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley. Alors comme je l'ai énoncé un petit peu plus tôt, la division par équipe, c'est le feu. Tout le monde est over, et justement sur ce match, ça va se ressentir immédiatement. L'histoire du match est assez simple à comprendre. Depuis l'été 2000, qui a vu la naissance du premier TLC match de l'histoire du catch, les Hardy Boys ont des échelles, les Dudley Boys ont des tables, et Edge et Christian ont des chaises. Et qu'est-ce qu'on fait avec des chaises en 2001? Eh ben on se les balance très fort dans la tronche. Coup de chaise dans la tête égale commotion. And the chair was about this thick. This thick. So when you smack somebody in the head, the whole chair would bend, but it was made out of like... On nous remonte Edge et Christian qui portent des concertos au Dudley. It's not even made out of like real... Anyway, it doesn't matter. It's for entertainment. Les Boys dans les vestiaires le lundi précédent à Raw pour conduire à un angle de double commotion cérébrale au SmackDown suivant où les Dudley Boys ont encore pris cher. Hein? Programme anti-commotion à la WWF? Mais non, là on voit bien, ils vendent, c'est la consigne du match. Et c'est donc l'histoire d'absolument tout le combat. Devon et Bubba Ray Dudley qui vont constamment vendre l'arrière de leur tête. Une histoire qu'on raconterait absolument plus de nos jours. Et quelque part, tant mieux. 10 minutes d'ex... Oh merde, I missed that. Une histoire qu'on raconterait absolument plus de nos jours. Et quelque part, tant mieux. 10 minutes d'action électrisante dominée en premier lieu par un Bubba Ray Dudley en feu après que la hit ne débute sur un Devon après un coup de poing de Christian à l'arrière du crâne. Alors oui, c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas mal insisté sur le côté insécure du programme. Cela dit, entre la performance des lutteurs et cette ambiance de taré, ce combat est vraiment excellent! Entre Devon qui sait plus où il est, l'arbitre qui manque le tag, Christian et Edge qui en profitent pour tenter le concerto à nouveau, hot tag de folie, What's Up Headbutt qui rend la foule encore plus chaude, et le traditionnel Devon... Eh bah bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un aussi bon opener. Christian et Edge contreront une tentative de 3D avec une spear et un DDT, c'était plutôt pas mal. Le What's Up Headbutt renversé pour terminer sur le Dudley Death Drop victorieux. On a pété 0 table, coup de chaisé absolument personne, et les Dudley Boys reprennent les titres sous une immense réaction de la part du public. Un match super, 3 étoiles et demie, parce que oui, dans le cas s'était passé, je vais remettre des étoiles. Bon, parlons d'étoiles, et non pas celui-là. On va parler d'un Hall of Famer de WWE, véritable étoile de la comédie aux États-Unis, Monsieur Drew Carey. Eh oui, Drew Carey. Ouais. Qu'on a découvert dans un vidéoclip enregistré un petit peu plus tôt et invité à l'événement pour promouvoir un de ses spectacles qui sera diffusé une semaine plus tard, veille du Super Bowl, en pay-per-view. Et qui, en 2001, est le roi du pay-per-view? Eh ben c'est Vince McMahon. Alors il va chercher Vince McMahon pour lui demander des conseils. Tiens, Pac-Man. Vince McMahon. Parlons de Vince McMahon. Qui ça, moi? Mais non, pas vous, l'autre. On le découvre en interview avec Michael Cole. Oui, Michael Cole. C'est Michael Cole, oui, bah les mèches blondes à l'époque c'était la mode. Interrogé sur les participations potentielles de Steve Austin dans le Rumble et de Triple H dans son combat de championnat au vu de leur altercation au dernier SmackDown, rompant ainsi le pacte de non-agression que Vince McMahon leur avait imposé. Car en effet, si on suit la logique de WWF à l'époque, Austin et Triple H devaient en réalité être suspendus du pay-per-view. Vous comprenez pas? Ah mais oui, mais c'est vrai, le contexte, bah oui, parce que vous avez probablement pas vu les shows en 2001, certains n'étaient peut-être même pas nés. Alors attention, on va... Oh oui, j'étais né. Partir en arrière, mouillez-vous la nuque, vous allez avoir tout le contexte, mais accrochez-vous. Steve Austin, au Survivor Series de novembre 1999, a été renversé par une voiture appartenant à The Rock, l'ayant écarté des rings pendant 9 mois pour en réalité soigner ses blessures à la nuque, aux genoux, à la tête, à l'ouette. Pour qu'à son retour en octobre 2000, il découvrit grâce à une enquête de Mick Foley que c'était en fait Rikishi, le père des Usos, qui l'avait renversé dans un coup monté par Triple H, sous prétexte que Rikishi blesserait Austin pour protéger The Rock comme top babyface de la compagnie, dans une logique de combattre la suprématie des catcheurs blancs, champions de la WWF depuis sa création. Ouais. You see, the WWF has always been all about the great white hope. What? Non merci, le 22 octobre 2000, Austin fait son retour dans un combat sans disqualification contre Rikishi qui se terminera en no contest parce que Austin s'est barré en bagnole avec Rikishi dans son coffre. Il voulait l'écraser mais heureusement pour Rikishi, une voiture de police passait par là, Austin s'est fait coffrer, mais libéré le lendemain à Monday Nitro. La justice américaine. Il revient d'ailleurs pour se venger de Rikishi, qui avait provoqué une disqualification dans un combat triple menace entre Kurt Angle, Triple H et The Rock pour le titre. Disqualification, triple menace. Puis affronter Triple H, le cerveau de l'affaire, le 19 novembre 2000 au Survivor Series dans un autre combat No Holds Barred, qui lui aussi finira en no contest.
Ah bah, on respectait pas déjà les règles à l'époque. Et comment finira-t-il en no contest? Bah tout simplement quand Austin bat... It was wrestling. This entertainment was so much better. I don't know what you kids are watching today, but today is garbage compared to these days. Trust me. You know what? You guys should just go back and watch, you know, like Hulk Hogan versus The Ultimate Warrior, like back in those days. I'm telling you, it blows away what you're watching today. Lancera la voiture de Triple H depuis 20 mètres de hauteur avec Triple H dedans, et qui, je vous rassure, reviendra une semaine plus tard sans vendre aucune de ses blessures, attaquer Austin qui était sur le point de battre Kurt Angle pour le titre de champion. Énorme face-à-face dans la foulée, même si on eut l'impression que Triple H avait fait dans son froc ce soir-là. Ça, vous suivez toujours? De ce fait, les mecs se foutent sur la gueule depuis 2 mois, Vince McMahon est intervenu pour rétablir l'ordre et imposer une certaine idée de la justice, Triple H est devenu aspirant numéro 1 au titre d'Angle, et Austin va devoir passer par le Royal Rumble pour avoir une nouvelle chance de combattre pour le championnat. Ah! That's fair, that's fair. C'est juste! Avec en sus, et ça c'est le plus important, un cessez-le-feu ordonné sous peine de voir les 2 catcheurs être suspendus de Royal Rumble. Sauf que le problème est là. Au dernier SmackDown, avant le Royal Rumble, Angle a poussé Triple H sur Austin, Austin et Triple H se sont battus, brisant ainsi leurs engagements. Ce qui nous ramène très précisément à ce Michael Cole décoloré, qui demande logiquement à Vince McMahon si la suspension est bien active. Non. Non. Quoi? Vous voulez dire que je me suis tapé tout le récap pour absolument rien? C'est fun! Vince qui réécrit les règles. Je devrais avoir l'habitude pourtant. Retour au Royal Rumble, on se retrouve avec Triple H backstage qui demande à Stephanie McMahon de calmer sa rage sur une certaine Trish Stratus car il veut pas qu'une disqualification soit provoquée dans son combat de championnat contre Kurt Angle. Et là-dessus aussi, rassurez-vous, je reviendrai dans le détail. Et là, t'as Drew Carey, notre comique préféré, qui débarque. Wesh, tranquille Hunter, ça va la famille. Ils se connaissent parce que Triple H, il a joué dans la série de Drew Carey. I had no idea. Là, je te présente ma femme, Stephanie McMahon. Oh, c'est cool, t'as épousé la fille du patron? Tu parles. Ouais, c'est ça, on s'est mariés il y a un peu plus d'1 an. J'en savais rien, moi, je regarde pas votre show. Oh, I'm sorry, I haven't been watching as much as I've been working, so. Tiens, au fait, en parlant de 4, j'ai vu Kamala à l'aéroport. Oh, mais Drew Carey, il veut quoi? Il veut du pain? And Stephanie. If you saw Stephanie, the first time Stephanie was introduced, trust me, Stephanie did not look the way she looks today. There's a lot of money in that face. In that new face of hers. A lot of money. Mais attends, Drew, tu nous fais chier. Je me prépare, j'ai un match de championnat dans un instant. See that shit under here? Not no more. Et Drew Carey va révéler à Stephanie McMahon et Triple H qu'en réalité il est venu voir Vince McMahon pour l'aider à promouvoir son putain de spectacle. Là Stephanie McMahon lui répond: écoute mon père il est probablement occupé mais... Ah mais t'es Drew Carey, mais t'as vu il y a plein de belles femmes chez WWE. Va voir Trish Stratus qui est une grande fan de toi. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre et peut-être même plus. Parce que oui, si Stephanie McMahon a autant la rage sur Trish Stratus, c'est parce que in kayfabe, Trish Stratus se tape Vince, ou c'est l'inverse, ou... Et qu'est-ce qui te dit que c'est dans le kayfabe? C'est kayfabe. C'est strictement kayfabe. C'était bien d'ailleurs. On retrouve ensuite les APA Bradshaw à KJBL. Oh, Bradshaw. Oh my God. Because I remember Bradshaw with short hair. Yeah, that's right. He had long hair too. Et Farouk dans leur agence de protection qui discrètement se montent tour à tour leur numéro d'entrée dans le Royal Rumble. Hein. Là, ils sont interrompus par Crash Holly qui vient les provoquer. Ouais, les mecs, moi je vous balance tous les deux au-dessus du Rumble et puis ils se cassent. Et en fait, ça servira à rien parce qu'il n'y aura aucune suite à ce segment dans le Royal Rumble. Et on enchaîne avec le combat suivant. Chris Benoit défend le championnat intercontinental contre Chris Jericho dans un match de l'échelle. Et quitte à annoncer la couleur immédiatement, c'est certainement l'un des meilleurs combats de l'échelle de tous les temps. Déjà, il est noté 4/3 par Dave Meltzer à l'époque. Imagine Dave Meltzer en 2001 qui met un 4/3 chez WWE. Ça arrive pas souvent. Pour niveau backup, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Chris Benoit, Chris Jericho, ils sont en rivalité depuis le Japon, depuis la War, depuis la Super G-Cup. They know their moves perfectly, so yeah, it was a fantastic match, it was. En passant par WCW, et aujourd'hui, ils se retrouvent à la WWF. Loin d'être un ladder match flashy ou innovateur, on a surtout le droit à une bagarre violente entre deux catcheurs se connaissant sur le bout des doigts, ponctué par un spot de folie qui arrive assez tôt dans le match où Benoit verra son plongeon verra son plongeon à l'extérieur contré d'un coup de chaise à la volée de Jericho.
Toujours pas de protocole anti-commotion à l'époque, hein, ça joue, dit l'arbitre, et ça s'envoie régulièrement tête première sur les échelles jusqu'à ce Walls of Jericho iconique dont WWE se servira dans 1 milliard de promo clips jusqu'en 2007. Évidemment. Il est pas mal lui, Benoît là, c'est dommage, il est petit. Je sais pas s'il sera champion du monde, mais dis donc il encaisse celui-là, ça tape sec. Chris. Je connais pas ça, c'est... Finalement, c'est Chris Jericho qui obtiendra la victoire, après avoir balancé Benoît de l'échelle vers l'extérieur qui galérera comme pas permis pour essayer de revenir. En tout juste plus d'1 an, c'est déjà le 4e règne de champion intercontinental pour Chris Jericho, qui pour la petite anecdote ne raffrontera Chris Benoit que 2 fois à la télévision en 2005, d'abord au Canada puis lors d'un des rares Raw diffusés depuis le Japon. Et oui, 4 étoiles et demie pour ma part, ça vieillit pas, ça traverse les âges et c'est hautement recommandé là aussi. Assez parlé de combat, revenons aux intrigues, revenons au fil rouge. Drew Carey en pleine rencontre avec Trish Stratus, le mec se passe du baume à lèvres et il en propose à Trish. Genre c'est une technique de drague, c'est... Mais surtout Trish, elle lui fait bien comprendre qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un. Drew, le gros relou, va lui demander si c'est sérieux et surtout s'il connaît l'heureux élu. Bah qui ça peut te foutre? Ouais parce que tu sais, je suis Drew Carey, je suis... J'ai pas trop envie de savoir pourquoi il veut imposer comme ça sa célébrité pour... Hein? Et heureusement, t'as Vince McMahon qui débarque. Oh mais je vois que t'as rencontré Trish Stratus, et forcément t'as Drew Carey qui va déballer sa grande promo pour son show la samedi prochain, et Vince McMahon va accepter de lui donner des conseils à une condition. Que Drew Carey participe au Royal Rumble. Attends, le mec il veut impressionner mon employé? Bah qu'il fasse le Rumble. Moi je l'ai gagné le Rumble. Drew va quand même demander si... J'ai oublié que Drew was in there. C'est pas risqué? Mais non, c'est pas risqué, et sans vous mentir, Vince McMahon va lui répondre précisément... we're a lot of fun, we're about fun. Mais non, qu'il va pas se blesser, parce que ce qu'on fait, c'est fun. Donc voilà, officiellement, Drew Carey est dans le Royal Rumble, et pour impressionner Trish Stratus, et parce que Vince McMahon lui a dit que c'était fun. Oui, Drew Carey never watched a single wrestling match ever. He never saw some people getting thrown through tables, through ladders, off the top rope onto the floor. You know, he never saw that. So he's like, "Oh, it's just for fun. There's no way I could get hurt." Okay. Et je vous rappelle également que c'est suite à cette participation, qui est d'ailleurs l'unique passage de Drew Carey à la WWE, qu'il sera intronisé au Hall of Fame en 2011. What? Get the hell out of here. God bless you. Thank you very much. Pourquoi? Allez, c'est l'heure de se confronter au drame de la soirée. Ah ouais, parce qu'il va y en avoir un. Instant malaise, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On s'apprête à plonger bien profond dans une storyline que je considère moi-même comme l'une des pires de WWE. Derrière Catifique. Chyna! Putain, je me rends compte que j'ai quasiment jamais parlé de Chyna sur ma chaîne YouTube depuis 7 ans. Chyna, iconique membre de la DX, dont le run dans le groupe prendra fin en 1999, en même temps que sa rupture avec Triple H. Elle a jusqu'à présent toujours catché en combat intergender, obtenant un run de championne intercontinentale, la seule femme d'ailleurs, dans un programme super avec Eddie Guerrero, Mamacita, toi-même tu sais. Mamacita, I remember that. Sa popularité est montée en flèche après avoir posé dans Playboy. She posed in a lot of other things too. Véritable attraction de la compagnie à l'époque, et là, pour la première fois de sa carrière, elle... And her face, that's another one who put shit tons of money in her face. The first time she came into the WWE, I mean. The first time she came into the WWF, I should say. She looked like a man. I mean, the face looked like 100% like a man. And then she was like, I gotta do something about that. And yeah, she changed a lot. Combat pour le championnat Women. Oui, first time. Détenu par Ivory du clan Right to Censor, un clan qui voulait censurer tout ce qui paraissait choquant ou dégradant à l'époque, et forcément Chyna dans Playboy. Le droit de la censure, comme le disait Raymond Rougeau, ils aimaient pas trop ça. Le 11 décembre 2000 à Monday Nitro, elle affronte Ivory en 1 contre 1 pour la première fois, et c'est même d'ailleurs son premier singles match contre une autre femme. Sauf que c'est anecdotique, ça dure 1 minute 30, coucou Dana Brooke. Et Val Venis, qui était passé de la gimmick d'acteur porno à celle de censeur, avait infligé un pile driver à Chyna, qui était in kayfabe censé la paralyser. On peut faire un coucou à Drosh qui, 1 an auparavant, a été paralysé pour de vrai, sur un ring de WWF. Alors Quoi?
peut faire un coucou à Droz qui, 1 an auparavant, a été paralysé pour de vrai, sur un ring de WWF. Alors WWE, ils en ont fait des caisses, ils ont fait des angles, où on apprenait que les médecins avaient dit que Chyna ne catcherait plus jamais. Sauf si elle se faisait opérer, mais là encore c'était sans garantie, et juste 4 semaines plus tard, elle est revenue. Elle a attaqué Ivory, elle a fait une promo, elle a dit qu'elle était pas à 100%, mais... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Les médecins de WWF à l'époque, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le respect pour absolument toutes les blessures au nuque, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et le respect pour Billy Gunn backstage qui essaye de raisonner Chyna en lui disant putain c'est pas raisonnable, et ben on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Et donc c'est dans cette immense ambiance, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, que Chyna va pendant les 3 premières minutes du combat atomiser Ivory. Elle a pas vu le jour. Pareil pour Stevie Richards qui manageait Ivory à l'époque, lui aussi il a pris cher. Et Chyna va tenter à ce moment-là de porter son handspring elbow dans le coin et merde. What the hell's the point of that move? Bah elle bouge plus. Alors on n'a jamais su précisément si c'était sur le salto arrière ou la tentative de coup de coude qui suivait. Bon enfin quand il y a le ralenti, Jim Ross nous dit ouais la tête elle doit toucher viteuf, mais viteuf hein, viteuf. Donc Chyna est visiblement à nouveau paralysée. Alors mais... Les excuses, hein, si à titre perso j'ai trouvé l'angle la femme. Quelque part dans le catch ça reste un truc vieux comme le monde, fendre une blessure et s'acharner dessus, créer de l'empathie, mais là c'est vraiment le contexte qui pue le malaise. Je le disais, t'as Darren Drozdov qui a été paralysé pour de vrai il y a 1 an, forcément il y a plus un bruit dans le public, c'est peut-être le scénario qui est en train de prendre, en effet il y a Jerry Lawler qui dramatise, il y a la civière qui met 3 plombes à évacuer Chyna, mais ce silence consternant, imaginez il y a même pas un applaudissement, pas un seul chant pour Chyna. Au contraire, les gens chantent pour le sergent Slaughter. Non, en réalité, là, le public, c'est... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Mais putain, il y a surtout la voix de Jim Ross au commentaire qui est exactement la même intonation que lors de la mort d'Owen Hart à Over the Edge 1999. What thus far has been an emotional night. Certainly this is not without emotion, but not the kind of emotion that we were looking for. Bon, j'ai oublié de le préciser, mais juste avant, Ivory, elle en a profité, elle a fait le pin, elle est restée championne. Voilà, ça s'est fait, le match c'est dud, 0 étoile. Chyna, rassurez-vous, elle va très bien, elle revient 2 mois plus tard pour prendre le titre à WrestleMania. Elle squash Ivory et puis elle quitte WWF même pas 1 mois après. I think she said, what? I can make more money doing porn? I'm gonna go do porn. C'est fun! Allez, j'en ai marre. Bon, je vais tout de même apporter une précision de type « à un moment, soyons sérieux ». J'ai aucune animosité envers Chyna, qui, en réalité, est certainement une des pionnières dans le rude combat d'infirmation du catch féminin au milieu des hommes. Les circonstances exactes de son départ de WWF restent très floues, on a parlé d'exigences salariales trop importantes, Chyna réclamait $1 million par an quand WWF lui proposait 400 000 hors bonus, ce qui correspondait au salaire de l'époque de Chris Benoit ou Jericho. Il faut aussi prendre en compte sa situation très délicate vis-à-vis de Triple H qui l'a poussé vers une regrettable dépression. La suite est malheureusement peu joyeuse. Look at her there. She put all her money right into her face. WWE l'ayant I wish he would show a picture of her when she first appeared. For the first time made an entrance. I wish they would show her face and now this face. C'est incroyable. Pour ses choix d'évolution vers l'industrie pornographique. Ah, ben tu vois, tu le sais aussi. Ah, c'est intéressant ça. So it's not a secret, is it? Joanie Laurer, aka Chyna, décédera le 20 avril 2016 des suites d'une overdose. Son destin est certainement tragique et bien entendu, c'est une fois de plus l'écriture de cet angle que je remettais en cause et non pas du tout la personne. Repose en paix, Chyna. On retrouve Stephanie McMahon backstage, elle veut voir sa maquilleuse mais qui est déjà occupée avec Trish Stratus. Évidemment, ça va s'échanger des politesses jusqu'à ce que Trish rappelle à Steph qu'elle a des affaires dont elle doit s'occuper. Ah, c'est moi les affaires.
Puis on retrouve Drew Carey, qui participe au Royal Rumble, je le rappelle, qui reçoit une tenue de la part de Harvey Whippleman. Bon, rien de foufou, hein, c'est juste un survêt, et Drew Carey il prend ses aises, et là il y a Kane qui rentre dans le vestiaire. Alors très gentiment, Drew Carey il veut lui dire salut collègue, mais Kane l'ignore totalement, ce qui nous glisse là un subtil fusil de Tchekhov pour un truc qui se passera un peu plus tard. Backstage toujours, avec les Indiens. Enfin, c'est les Indiens de l'époque, sur les trois, il y en a qu'un seul qui est réellement indien. Ils s'engueulent pour ça. Non. Savoir qui va aller dans le Rumble, parce que si vous vous souvenez, ils ont gagné un spot dans le pré-show, mais là t'as Vince qui débarque et il leur fait ah, j'ai une mauvaise nouvelle. Les plans ont changé. J'ai pris votre spot pour le donner à quelqu'un d'autre. Alors évidemment, Tiger Ali Singh est dégoûté, il demande gentiment à Vince McMahon, mais dis-moi qui, par qui on est remplacé? Et Vince McMahon dit eh ben c'est Drew Carey. Quoi? Drew Curry? C'est qui ça, Drew Curry? Curry. Curry? Curry. Indian curry. Tu comprends? Curry, l'Inde, Curry, c'est... C'est drôle. C'est raciste. J'ose même pas imaginer la fierté de Vince McMahon quand il a Raciste. pondu l'angle à croire que même la création de l'équipe était prévue pour ce soir-là pour faire cette vanne. Tiens, bah parlant des faux indiens, l'équipe va splitter même pas un mois plus tard après une nouvelle blessure de Tiger Ali Singh. Chaz et Dillos se font virer dans la foulée, faudra attendre jusqu'en 2006 et l'arrivée du Great Khali pour faire à nouveau des blagues sur l'Inde. Allez, on enchaîne, 4e combat de la soirée. Kurt Angle, accompagné de Trish Stratus, défend le championnat du monde WWF contre Triple H, accompagné de Stephanie McMahon. Alors Kurt Angle, en moins d'un an à la WWF, il cumule le championnat européen, le championnat intercontinental, il est vainqueur du King of the Ring, et en octobre 2000, il prend le titre de champion du monde à The Rock, tout en étant managé par Stephanie McMahon. Parce que l'été précédent, il y a eu un angle de romance entre Kurt Angle et Stephanie McMahon. Hein, mais là ça aura pas d'importance. Parce que ce qui est important désormais, c'est Trish Stratus. Oui, qui a décidé de bosser pour Kurt Angle juste pour faire chier Stephanie McMahon, qui, je le rappelle, ne supporte pas que Trish Stratus soit l'amante de son père. Vince McMahon, sachant que Trish Stratus s'est impliqué dans le combat, l'a forcément engueulé. Oh, excuse-moi, j'ai été une vilaine fille. Tu voudrais pas me mettre une fessée? Bah quoi? C'est dans le script. Donc je le rappelle, au milieu de tout ça, c'est un match heel contre heel. On est parti pour 24 minutes d'action, le public va plutôt se ranger derrière Triple H qui est, faut bien l'avouer, un peu plus cool que Kurt Angle qui a longtemps été portrayé comme un lâche. Ouais, tout le monde avait... Ouais, il nous faisait chier, Kurt Angle. C'était fini, we were bored of him. Mais qui pour autant va dominer tout le début de combat à la manière d'un... You mean like they always do? D'un babyface. À niveau contre-pied, on était pas mal. Un immense travail de Triple H sur le genou de Kurt Angle, ça part en Indian Deathlock, en Inverted Deathlock, Figure 4 Leg Lock, tout y passe, mais à un moment donné, Triple H, qui n'arrive pas à battre Angle, va chercher à gruger, ce qui va faire que Trish Stratus va s'en mêler, puis Stephanie McMahon, et la suite, bah, évidemment, c'est du pain béni pour Kevin Dunn dans son camion. Et là, ça y est, t'as Vince McMahon qui débarque dans un gag qui est digne de tous les plus gros Benny Hill. Il va tenter de calmer sa maîtresse et sa fille qui se crêpent le chignon, essayer de les ramener backstage, et tout ce segment, sans qu'une seule fois on ne cut vers le match, va durer précisément 2 minutes 15. Quoi? Really? That's it? That's for those two? 2 minutes 15. T'imagines si la durée moyenne d'au moins 3 matchs d'un épisode d'Euro. Évidemment, après ça, on revient à l'action avec un Triple H qui va profiter d'une demi-seconde d'inattention de Earl Hebner pour caser un low blow suivi d'un Razor's Edge pour malheureusement qu'un compte de 2. Derrière, moonsault magnifique de Kurt Angle, mais là aussi pour un compte de 2. Et là, rêve bump. Ah oui, mais Earl Hebner, là, il traîne là où il faut pas. Avalanche arm drag de Kurt Angle, on voit pas ça souvent. Mais comme il n'y a plus d'arbitre, et ben, second rêve bump. That was real. That hurt. No, that was very painful. Là, Earl Hebner s'est pété. Forcément, Triple H, il anticipe, il prend la ceinture de champion, il va tenter d'attaquer Angle avec, mais Angle le contre et finalement il est recontré derrière, pedigree. Mais il n'y a plus d'arbitre. Et l'occasion est parfaite. Stone Cold, Stone Cold, Stone Cold. Coup de ceinture sur Triple H, la gueule en sang. Austin, il tente de réveiller Earl Hebner, mais Earl Hebner, il dort, il a pris 2 rêves bump. Et pendant ce temps-là, Triple H, il se réveille et Stone Cold Stunner sur la gueule de Triple H. Finalement, Earl Hebner se réveille en galère. Angle fait le tomber pour un compte de 3. C'était super, le finish il est overbooké mais assez élaboré pour que Austin déjà obtienne sa vengeance et ne bute pas Triple H avec juste un seul move. Comme ça tout le monde reste fort, sauf l'arbitre, et Triple H voudra évidemment se venger d'Austin. Of course. Un petit peu plus tard. Allez, 4 étoiles. Et j'avoue, j'aurais aimé en mettre plus s'il n'y avait pas eu l'angle entre Trish Stratus et Stephanie McMahon.
Allez, j'ai bien conscience que c'est une longue review historique, j'avais envie de prendre mon temps, j'avais envie de kiffer, j'espère que vous kiffez aussi. Faites-le moi savoir en commentaire, ça encourage le partage, ça encourage. Le pouce bleu, ça encourage. Et bien sûr, le pourboire sur YouTube, ça encourage aussi. Et du courage, j'espère que vous en avez, parce qu'on est parti pour aborder la pièce maîtresse. C'est l'heure du main event. Le Royal Rumble match, considéré par beaucoup comme le meilleur Royal Rumble match de l'histoire. Oui, de l'histoire, hein. Bon, ça se joue avec le 92. J'avoue, le 2020, je l'aime bien aussi. Oui, avec le run de Brock Lesnar, la victoire de Drew McIntyre, le retour de Edge. Ah, il y a débat. Tous les goûts sont dans la nature. Mais j'ai vraiment un affect tout particulier pour le 2001, dernier véritable Rumble de l'Attitude Era qui succède au médiocre Rumble 99 et 2000. Et puis, il y a évidemment ce tournant historique parce qu'on est juste avant le rachat de WCW. Mais avant de se diriger vers le match, on retrouve The Great One, the People's Champions. He was so damn funny. I would actually laugh my ass off. Remember when he was in the ring with Big Show for the first time they fought? And he grabbed the mic and he said, I don't know what the big deal is. All I see in this ring is 500 pounds of monkey crap. I love this man. He was so damn funny. Do you see what the Rock is? No, wait. Wait. Do you see what the Rock? Wait. What the Rock? Oh, I forgot the Rock. Wait a minute. Do you see what the Rock is cooking? That's right. The Rock was always cooking. He was a chef. No, but that, yeah, do you see what the Rock is cooking? Or do you know what the Rock is cooking? No, do you see what the Rock is cooking? Well, I don't know. Something about Rock is cooking. The Rock en interview avec Kevin Kelly. Et The Rock, il est indiscutablement le top babyface de la compagnie, surtout depuis la blessure de Steen et son absence depuis novembre 1999. Il tease inévitablement son face-à-face avec Stone Cold. D'ailleurs, les deux catcheurs s'étaient déjà croisés lors du dernier épisode de SmackDown et ça avait déjà fait des étincelles. Sauf que Kane et l'Undertaker s'en sont mêlés, laissant sous-entendre à une alliance au Rumble alors que leur rivalité avait repris 2 mois au plus tôt. The Rock s'interroge alors si Kane a offert une boîte de chocolat au Taker, si le Taker a eu une soudaine envie de caresser les tétons rouges de son frère. C'est The Rock, ça va loin, c'est les promos de The Rock. Je retranscris. Mais au diable le question, la seule réponse c'est The Rock qui va dégager absolument tout le monde et tracer à WrestleMania. Do you smell what the Rock is cooking? Damn, that took a long time. If you smell me! Of course, thank God I said it 1 second before him. So now you know I actually remembered it. What the Rock is cooking! Jeff Hardy rentre en 1. À l'époque, on est loin encore d'imaginer ses accomplissements en solo, mais la pop est cool et elle le I never liked him. He was annoying. I didn't care for him. sera beaucoup moins pour l'infâme thème du Right to Censor. Puisqu'en numéro 2, Buchanan. C'est qui Buchanan? Ah, un mec à cornette. Jeff Hardy saute partout, ciseaux de tête, mais Buchanan reprend l'avantage jusqu'à l'entrée du numéro 3, Matt Hardy. Oh bah ça tombe bien alors. Les Hardy Boys travaillent en équipe et sortent Buchanan qui ne fera rien de notable en 2001 à la mort du Right to Censor, envoyé chez Cornette pour revenir aux écrans fin 2002 en équipe avec un certain John Cena. Ah mais c'est lui! Les Hardy Boys décident alors de mettre la team de côté et de se foutre sur la gueule jusqu'à l'entrée du numéro 4 et c'est Farouk. La trêve reprend, les Hardy Boys s'allient à nouveau mais Farouk en sous-nombre défonce absolument tout le monde. Jeff Hardy va botcher sa prise d'appui sur le dos de Matt Hardy, Dominator contré, Twist of Fate, Swanton Bomb, au revoir Farouk. Évidemment, si les Hardy Boys ils continuent comme ça, ils vont dominer le Rumble. Mais pour les Hardy Boys, rien à foutre, on se remet sur la gueule, Jeff Hardy enlève son t-shirt, les femmes hurlent, Matt Hardy enlève son t-shirt, les femmes hurlent moins. Et c'est Drew Carey qui rentre en numéro 5. Alors oui, il y a grosse pop, il se fait son kiff, il prend son temps, les Hardy Boys continuent de se battre entre eux, et Drew Carey il les laisse faire, et il a raison. Mais il veut pas manquer un autre botch de Jeff Hardy sur un dropkick, le selling de Matt Hardy en 2 temps. Jeff va contre... Did you see that? Did you see how terrible that was right there? See, that's what's funny. That's what's funny, guys. Wait a minute, what the hell just happened? Hold on. Shit. What did I just do? What did I just do? Here. Okay. We have to go back right here. I'm going to try to pause it perfect. Il fait son kiff, il prend son temps. Watch this kick that completely misses. And the other guy acts like, oh my God, I got hit in the back.
Watch. Hardy Boys continuent. Look, this is terrible. De se battre But this happens. entre eux. Et Drew Carey, il les laisse faire, et il a raison. Mais il veut pas manquer un autre botch de Jeff Hardy. Oh God, you watching? Ready? Sur un You ready? Rep- He just grazed the back. And now look. kick, le selling de Matt Hardy en Oh! deux temps. Tu vois? It's terrible. Cool. When you look at that, you're like, oh, that's so bad. Jeff va contrer une superplex de Matt Hardy pour l'éliminer avant de s'éliminer tout seul. Quoi? Il est con, Jeff Hardy. Non mais attends, c'était ça la stratégie des Hardy Boys, s'auto-éliminer, c'est ah, le respect, je l'ai mangé. Et on se retrouve donc avec un Drew Carey absolument tout seul dans le ring, et il y a véritablement que dans un Royal Rumble qu'on peut attendre le scénario parfait. The Undertaker. Entrée du numéro 6. Kane. Bon, évidemment, Drew Carey, à ce moment-là, il se chie dessus. Kane, il fait durer le plaisir, il fait une entrée complète, ça pétarade. Drew Carey va tenter de négocier. Oui, on sait jamais. Mais Kane en a rien à foutre de l'argent, il veut tenter le Shock Slam. Et entrée du numéro 7, Raven. Bah oui, parce qu'on sait pas, Raven, c'est peut-être un gros fan de Drew. Il va le sauver d'une mort imminente avec un coup de canne de stick. Kane ne va absolument rien vendre. Par contre, Drew Carey va décider de prendre la poudre d'escampette, impressionner Trish Stratus. Et puis quoi encore, fin de la comédie et place au catch hardcore. Parce que oui, l'année 2000 a principalement été marquée par l'évolution du championnat hardcore qui s'est attribué quelque chose que vous connaissez bien aujourd'hui, les règles 24/7. This guy, Nick Foley, when he fell off that cage with Undertaker from like, I don't even know, like 70 feet up or something. Yeah, that was crazy. Crazy. This guy could this guy could repel pain and suffering, like, and he would in interviews later on, he would say, look, you don't understand, like, were you hurt when you fell like yeah, I thought I broke my back actually, like, yeah, but he would get up and he was, hey, I gotta do what I gotta do. Yeah, him you gotta give props to. Et on nous en a mis à toutes les sauces avec des combats très fun, un Steve Blackman impérial, un Crash Holly hilarant. Ce Royal Rumble n'échappera pas à la mode. Entrée numéro 8, Al Snow, qui voulait rentrer avant la fin du décompte, introduira des poubelles vides, des poubelles pleines. Coup de couvercle pour absolument tout le monde, ça joue au bowling dans les balls de Raven. On tabasse Kane gentiment et entrée du numéro 9, les belles moustaches de Perry Saturn, qui lui balèque du catch hardcore, s'en prend directement aux jambes de Kane, ça vire au 3 contre 1 parce que si vous l'aviez pas encore compris, il faut que Kane reste fort. Entrée numéro 10, Steve Blackman, un catcheur que j'adore et malheureusement c'est son dernier pay-per-view à la WWF. Licencié quelques jours avant le début de l'invasion, me privant d'un de mes dream matchs contre Rob Van Dam. Me jugez pas, j'avais 15 ans. Kane va pouvoir souffler pendant que Steve Blackman fait son karaté avec ses bâtons, bagarre générale jusqu'à l'entrée du numéro 11, Grandmaster Sexay. Bon, pas un des plus coutumiers du style hardcore. Une utilisation du nunchaku pas bien académique. Kane en a alors marre et pète absolument tout le monde à coups de poubelle. Ça sort Sexay qui venait juste de rentrer. Skin the Cat incroyable de Steve Blackman qui fait l'effort de sa vie pour... Al Snow ça dégage. It would never sound that way either. Raven ça dégage, Saturn ça dégage, la foule explose, entrée du numéro 12. And Kane is dominant. Wait a minute. What the hell? The Honky Tonk Man. Hell, no way. Look at that! It's the Honky Tonk Man. Ah, les légendes. Oui, mais See, that's excellent. on savait les bouquets à l'époque. Parce que oui, le combo Kane qui explose absolument tout le monde, accouplé à la musique d'entrée du Honky Tonk Man, plonge un peu plus ce Rumble dans un joyeux délire. L'ancien champion intercontinental de 48 I would imagine 3 seconds. ans à l'époque ne vient pas voler le spot important d'un 3 autre, seconds. représentant d'une WWF du passé assez ringarde. Le voir se poser là face à Kane qui pige absolument rien au délire, lui dire frère, je suis fan, mais là les gens sont là pour m'entendre chanter. Le mec conclut son premier couplet et... I think Kane is tired of the song. C'est fun! Bah oui, c'était fun. La musique qui s'arrête, le coup de guitare en rythme parfait, Honky Tonk Man éliminé, c'est 1 milliard de fois le Royal Rumble de la grosse machine rouge, mais là, fini de rigoler, entrée numéro 13. Uh-oh. He's got number 13. Les droites pleuvent, corde à linge à la volée, Kane résiste à l'élimination, Rocky survend avec classe, ça se bat à 50-50, le public est à fond, entrée numéro 14. The Godfather. Yeah, he was...
useless. Le Goodfather, ascenseur émotif. The Goodfather. Godfather. Mais pas longtemps, parce qu'à peine rentré, déjà éliminé. On repart aux affaires, viens dans mes bras que je t'écrase, entrée du numéro 15, Taz. Taz. C'est Taz. Damn, Taz. What was that, 30 seconds? C'était Taz. Here come Taz. And there goes Taz. Ah, les mecs à Heyman. Ça s'est fait tellement vite qu'on a eu le droit à un replay intégral. Entrée numéro 16, Bradshaw qui vit un peu mieux le défi que les 2 entrées précédentes. The Rock va lui voler une corde à linge pour mieux se manger la grosse western lariat. Entrée numéro 17, Lord Tensei pour les plus jeunes, mais qui à l'époque s'appelait Albert. On est en pleine phase de bagarre de gros gaillards, en 18 arrive Hardcore Holly, l'ambiance retombe un peu, sauf quand The Rock est en galère, gros brock kick d'Albert qui est aux portes de son premier véritable push. Entrée numéro 19, le secret de la fontaine de jouvence, R-Truth, qui à l'époque s'appelait K-Quick, pas de comédie, pas d'éliminé, Power Slam et Power Bomb en stéréo. Entrée numéro 20, Val Venis. Bon, je dois bien l'avouer, c'est vraiment la phase un peu creuse de ce Royal Rumble. Avec bien évidemment toute la mid-card. Il y a bien William Regal qui débarque en 21 pour être vite sorti par test, qui est rentré en 22, et qui pour info lui prendra le championnat européen le lendemain à Monday Nitro. Cela dit, on sent qu'il y a un truc huge qui va se passer. Parce qu'évidemment, avec autant de monde dans le ring, il y a bien quelqu'un qui va arriver pour faire un gros impact. I wonder who he could possibly be. There's either 2 people, Steve Austin or The Undertaker. Entrée numéro 23. Oh, the Big Show. Le Big Show qui fait son retour après avoir presque passé 6 mois en développement après son premier run. Il avait d'ailleurs pour consigne de bosser le cardio et de perdre du poids. Et limite, on a l'impression qu'il est revenu plus énorme qu'avant. Et ça dégage pour test, K-Quick ça s'envole. Une série de choc slam démentiels pour absolument tout le monde. Avec d'ailleurs un Kane qui va décoller comme une plume. The Rock va contrer le géant avec un coup de pied dans les valseuses. La main du peuple et corde à linge. Le Big Show rentre à la maison. Quoique pas tout de suite parce que ça tire Rocky à l'extérieur. Oh, so The Rock. Alright, so The Rock didn't win. Sinon, il y a Crash Holly qui rentre en 24. Oui, mais là, on s'en branle. Big Show chokeslam The Rock à travers la table des commentateurs pour un dodo bien mérité. Dans le ring, tous les gens restants vont décider de s'allier pour foutre Kane à l'extérieur. Entrée du numéro 25. There it is. There it is. Les frères de la destruction réunis qui font le ménage et absolument tout le monde dégage. Sauf The Rock. On protège un petit peu. Kane, dont les cheveux frisent de plus en plus au fil du Rumble, est visiblement bien allié avec son frangin, et dans une stratégie bien mieux préparée que celle des Hardy Boys, pour quiconque rentrera en 26, ça risque de sentir le sapin. Entrée du numéro 26, Scotty Tuoti. Non mais ce plan des enfers sur Kane qui remet son gant en rythme parfait sur la musique de Scotty. Oui, ce bon vieux Scott Taylor qui aurait mieux fait de rater son bus. Le voir retirer sa veste timidement pour pénétrer dans le ring à ses risques et périls. Un découpage de tête en bonne et due forme, double choc slam et ça dégage, et un plan sur The Rock qui revient petit à petit à ses esprits, il y a plus grand monde à rentrer. The Rock should really be not eliminated because someone who was already eliminated pulled him out. You know what I'm saying? So he really should still be in it. Mais bon, le numéro 27 est prévenu du sort qui l'attend. Et justement, entrée numéro 27. There it is. Le timing, il est magistral. La foule qui explose, le regard méga déter d'Austin, prêt à bondir dans la cage au lion. Rappelle que Taker et Kane ils cumulent à eux deux 13 éliminations, soit la moitié des gens rentrés dans le Rumble jusqu'à présent. Austin face aux frères de la destruction, eh ben, on n'en verra rien. Bah non, parce qu'il y a Triple H qui va décider de venir à ce moment-là se venger d'Austin à grands coups de tatane, ça va pisser le sang. Les arbitres vont s'en mêler pour tenter de les séparer, et pendant ce temps-là, The Rock revient dans le ring pour une opération kamikaze. Entrée numéro 28, Billy Gunn. Sinon, il y a un projet Billy Gunn, parce que chaque année, vous me demandez, à un moment, moi je suis perdu. Bon, le projet Billy Gunn dans le Rumble, c'est tout simplement de retarder l'échéance et de garder un peu de suspense. Kane, il a pas trop de mal à le maîtriser. Undertaker, il porte son gros DDT sur The Rock. Entrée du numéro 29, à coup. Mais il était champion hardcore à la WCW 3 jours auparavant, qu'est-ce qui se passait? Bah on l'a signé, il avait plus de contrat. Ils sont vraiment cons dans le sud. Bon bah à coup, il vient avec sa touffe, mettre des gros coups de boule à l'Undertaker. Austin est toujours en PLS, entrée du numéro 30 et là, pas de surprise.
c'est Rikishi qui avait gagné son spot lors de l'épisode de Raw le lundi précédent. Ah tu vois, le spoil de l'entrée 30. He loved to stick his ass in your face. Bah c'est pas nouveau. Sauf que Rikishi, he got one nasty ass. Dans son entrée, il va faire un petit peu trop le malin auprès de Steve Austin. You know that like that's proof when you say he got nasty ass. You know I've seen it. You know I've seen the WWF Royal Rumbles. You know I've seen all the matches. You know because that's the proof. Like, oh, he's full of shit. He never really what? He got that nasty, bubbly, cheeky looking, indented ass that he used to stick in people's. Yeah, he did. D must have watched. He knows. He must have watched. You watch. I guarantee he does it too. Qui va décider de se réveiller, de lui casser la gueule, et ça réveille évidemment tout le public présent à la Nouvelle-Orléans. Et en réalité, l'entrée numéro 31, bah c'est Steve Austin qui va se déchaîner sur Billy Gunn. Le Rumble est complet. Austin va d'abord dégager Haku, qui ira un peu plus tard en tag avec Rikishi contre Taker et Kane, en équipe, comme Nia Jax et Tamina. Et pour ça, Rikishi reste fort et sort l'Undertaker avec un super kick un peu capillotracté. The Rock évite le banzai drop de Rikishi et va l'éliminer sous le son de la bécane de l'Undertaker qui voulait attirer l'attention sur lui. On a le final fort, Kane, Austin, The Rock et Billy Gunn. Ah, il y a donc bien un projet Billy Gunn. Billy Gunn. Mais non, pas du tout, il n'y a pas de projet Billy Gunn, ça va esquiver un stunner pour porter le Famouser, et ça tombe dans le ravin en faisant le malin, l'ancien Monsieur Q est éliminé, The Rock va planter Kane avec son DDT, et s'ensuit l'un des plus intenses face-off de l'histoire qui se passe d'absolument tout commentaire. The Rock va remporter l'échange, va tenter le Rock Bottom qui est contré, Stone Cold Stunner sa maman et Loot Express sur Kane qui décidément ne meurt jamais. The Rock passe finalement le Rock Bottom sur Steve Austin, mais Kane revient d'entre les morts pour se faire balancer au-dessus de la seconde corde, ce qui veut dire qu'il est toujours dans la compétition, mais surtout ce qui veut dire plus de Austin contre The Rock pour tout le monde. Ça va tenter de s'éliminer, Kane va revenir de nulle part pour faire basculer The Rock, mais Austin s'en sort. Kane en est à 11 éliminations, un record historique que personne lui enlèvera avant le gros chien en 2014. 53 minutes dans le Rumble et bordel, on pouvait pas rager si Kane l'avait emporté après une telle performance. Bon, il aura un lot de consolation. That's called entertainment for the fellas. Donc Kane y va. That's what it is. That's soap opera for the fellas. Devenir champion hardcore à WrestleMania. Il va avoir des petits runs de champion intercontinental, champion par équipe, une belle série avec le Taker, puis blessure en avril 2002 dans un programme contre X-Pac, faire un comeback en méga shape en fin d'année, rapidement enterré par Triple H, et l'infâme storyline. And then finally, no more mask, no more wig, the real Kane comes out. De Kativic. Ah, ça aussi Stephen. C'est d'ailleurs No Mercy 2002. Peut-être un futur Cassie s'était passé. Un Stone Cold Stunner et 3 coups de chaise dans la tronche plus tard, l'histoire s'écrit et Austin empoche son ticket pour le main event de WrestleMania 17 chez lui à l'Astrodome de Houston, Texas. They loved Austin. Bah pourquoi il pleure celui-là? Ah quoi c'est? Ah c'est un autre promoteur, ah bon, et il sait plus créer des stars? Oh bah c'est pas moi que ça arriverait, hein. Ainsi s'achève ce Royal Rumble 2001. Ouais. Une époque qui m'est super chère pour un Royal Rumble que j'avais vu sur Canal+, et dont la VHS était certainement l'une de celles que j'avais le plus poncé. Sans déconner, n'hésitez pas à découvrir cette époque si vous êtes abonné au WWE Network, ou si vous avez des amis abonnés chez qui squatter. Bon, c'est pas toujours bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la nostalgie enlève pas tout, hein. China Ivory. Mais la route vers WrestleMania 17 est superbe, Austin versus Triple H à No Way Out, le sacre de The Rock contre Angle, la division par équipe absolument en feu, le gros push de Chris Jericho qui se prépare. Sur ce, qu'est-ce qui s'était passé? C'était Sturi. Et tout le monde reste fort, sauf la WCW. On en reparlera peut-être aussi. Ciao, bye bye. À la prochaine. Ben voilà. A lot of memories, man. This video brought back a lot of memories for me. A lot of memories. But well done, sir. Well done, sir. I mean, damn. Yeah, that's a lot of talking.
40 minutes of non-stop talking. That's a lot. But yeah, no, wow. Each of the, you know, what's really sad? I mean, probably like, out of all the wrestlers we just saw, I think like 10 of them are dead. Mostly all from overdosing of drugs, heart-related issues, heart attacks, coronary arrest, you know, cardiac arrest. And then I think a few of them even got cancer. But yeah, it's like, it's not pretty. It's not pretty. You don't live long in this business. You don't live long in this business. But man, they gave everything they could to entertain us, and they did. Today, I tried. I tried maybe like last year. I tried. You know, I accidentally clicked through the channels and wrestling. First of all, I don't know nobody. I don't know a single wrestler no more. And when I watched and the storyline and the acting, it's terrible. It's terrible. Anyway, good video. Patreon, good video. And like I said, you brought back a lot of memories. A lot of them sad, because there's some that happened for some of these wrestlers. They were miserable, depressed, and losing their mind when they weren't in the when they weren't in the ring, you know, trying to live a normal life, which you can't do. You cannot do. These guys travel like 250 days out of like the year or something. Like, it's insane. They're never home. Anyway. God bless these people for trying to entertain us. Really. All right. Anyway, take care. Peace out. A la prochaine.